Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Fabienne Amias, vous recevez. Qui sait, peut-être le prochain Premier ministre, Richard Ferrand, secrétaire général d'En Marche. Qui sait? Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous avez pu approcher Emmanuel Macron hier soir? Oui, bien sûr, oui. Nous nous sommes vus à différentes étapes de la soirée. Lorsque il s'est rendu au Louvre et puis ensuite lorsque nous sommes revenus à notre local de campagne. Comment l'avez-vous trouvé? On l'avait quitté ici vendredi matin encore candidat. Hier soir, il était président de la République, en tout cas président élu. Est-ce que vous l'avez trouvé changé? Comment est-ce qu'il a réagi à l'annonce des résultats? Non, simplement il s'est dit c'est parti quoi. Ça y est, maintenant il faut commencer à se retrousser les manches. C'était ça son état d'esprit, c'était une joie perceptible mais plus intérieure que expansive, si je puis dire. Et en même temps la conscience que voilà, les enjeux étaient là, les défis étaient là et qu'il fallait rapidement apporter des réponses. Mais on a été frappé, c'est comme si presque il ne fallait pas montrer sa joie. Il y avait une forme de gravité hier dans son attitude lors des 2 déclarations qu'il a faites. Il était ému. Non seulement ému, mais je crois véritablement très conscient des lourdeurs de la charge, enfin du fait que les Françaises et les Français ont marqué beaucoup d'audace en vérité, en lui faisant confiance au premier tour et hier beaucoup plus largement qu'on nous l'avait annoncé. Donc il a pris la mesure que c'était un impératif absolu de ne pas décevoir, d'être à la hauteur de la tâche et surtout de bien tenir les engagements qu'il a pris. Il a eu d'ailleurs une formule que je trouve très importante dans son discours au Louvre lorsqu'il a dit au fond, nous avons reçu le droit de prendre tous les risques nécessaires pour répondre aux aspirations du pays. Je crois que c'est ça son état d'esprit. Il a dit également, ça c'était dans la première déclaration qu'il a faite, je ne méconnais aucune difficulté économique, ni l'impasse démocratique du pays. Ça veut dire que d'ores et déjà, dans son esprit, il se prépare à des semaines, à des mois difficiles. Bien, écoutez, le constat qu'on doit faire tous, c'est que certes, l'élection d'Emmanuel Macron est large. En même temps, il sait très bien qu'une partie de la population a voté pour lui pour empêcher l'élection de Madame Le Pen. Et ensuite, nous avons tous mesuré que même si le score obtenu est ample et permet de créer un élan, il n'en reste pas moins que malgré le débat qui a montré ce qu'étaient les valeurs du Front National, qui a montré quand même le niveau d'incompétence des équipes et de la candidate du Front National, il n'en reste pas moins qu'un tiers des Françaises et des Français ont jugé bon de voter pour cette candidate. Donc tout cela lui fait penser, à juste titre, que la France est aujourd'hui divisée, que par conséquent il faut qu'il arrive à rassembler, mais à rassembler par le succès, par les réponses qui vont être apportées. Richard Ferrand, vous êtes l'un de ceux qui connaît le mieux Emmanuel Macron, qu'il avait soutenu dès le début. Je voudrais qu'on rentre concrètement dans ce qui va se passer maintenant. À quoi sera employée la semaine qui s'ouvre là? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Eh bien, il a d'abord un certain nombre de cérémonies. Aujourd'hui, c'est le 8 mai. Il va être aux côtés du président de la République sortant. Demain, c'est la journée de l'Europe. Mercredi, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et pendant tout ce temps-là... Ça veut dire qu'on va le voir régulièrement lors de ces cérémonies? Il ne va pas rester enfermé dans son bureau à préparer la suite? Non, il va bien sûr honorer ces différentes cérémonies qui sont très importantes pour notre pays. Et puis le reste du temps, il va mener les consultations qu'il juge utiles. Consultations notamment également avec les partenaires sociaux. Il avait dit la semaine dernière qu'il pourrait les voir dès cette semaine. Ce sera le cas? Écoutez, ça, il est en train d'élaborer cet agenda-là, mais il va mener toutes les consultations utiles, qu'elles soient politiques, syndicales, économiques, sociales, etc. Oui, parce qu'on voit que les syndicats, et notamment par la voix de Jean-Claude Maillet, Force ouvrière dans le Parisien, mais dès aujourd'hui, la pression, est-ce que par exemple, il pourrait d'ores et déjà, dès cette semaine, donner un signal, notamment sur les ordonnances, sur le travail qu'il avait envisagé de lancer un temps? Non, vous savez, il faut avancer à bon rythme. Nous disons ça depuis plus d'1 an maintenant. Donc on va d'abord attendre que la cérémonie d'installation ait lieu, qu'ensuite le gouvernement soit nommé. Bon, des consultations pourront avoir lieu, des échanges pourront avoir lieu, mais vous savez, on ne peut pas sereinement travailler sous la pression, comme vous dites. Donc pression des syndicats, mais aussi de ses amis. On entendait Daniel Cohn-Bendit tout à l'heure avec Thomas Soto, qui lui aussi était très critique sur ces ordonnances. En tout cas, qui disait que ce serait un bon signe que finalement de lever cette option pour apaiser les tensions. Écoutez, vous savez, l'enjeu c'est quoi?
c'est pas qu'une question d'ordonnance ou pas d'ordonnance. L'enjeu, il est que le premier chantier, c'est la lutte contre le chômage, que la simplification du Code du travail procède de l'ensemble des dispositifs prévus pour contribuer à la réduction du chômage. Ensuite, les procédures parlementaires, et ça je peux vous en parler un peu, sont telles qu'on s'enlise vite. Donc là, le projet est connu, les études ont été menées, il y a le rapport Combrexel, il y a toute une série de choses qui existent déjà, on sait où on veut aller, il faut que la concertation ait lieu, c'est indispensable. Car qui dit ordonnance, je vous le rappelle, c'est d'abord une loi d'habilitation, c'est-à-dire le gouvernement est habilité à faire des ordonnances, ensuite il faut que ce soit ratifié par le Parlement, et ça n'interdit pas la concertation. Il ne faut pas avoir peur du mot. Ce mot, il signe simplement la volonté d'agir, et vite. J'en reviens au programme des jours à venir. Vendredi, sur Europe 1, il nous confiait avoir déjà choisi son Premier ministre in petto, donc dans son fort intérieur. On ne connaît pas. Vous savez de qui il s'agit, vous, déjà, Non. à l'heure où on se parle? Non. Il ne vous l'a pas confié? Non. Écoutez sur Europe ce qu'il disait vendredi du portrait chinois de ce Premier ministre. C'est quelqu'un qui aura une expérience dans le champ politique, les compétences pour diriger une majorité parlementaire et les compétences pour animer un collectif gouvernemental qui sera profondément renouvelé, où il y aura aussi quelques femmes et d'hommes d'expérience. Quelques femmes et d'hommes d'expérience. Vous en êtes, vous, Richard Ferrand? C'est une possibilité qu'il a déjà évoquée avec vous, Matignon? Non, à l'heure actuelle, nous avons... vous savez, nous nous sommes concentrés jusqu'à samedi soir sur l'élection présidentielle. Je crois qu'il faut bien comprendre que si Emmanuel Macron a franchi toutes les haies qui l'ont conduit, enfin qui vont le conduire bientôt à l'Élysée, c'est parce que on s'est concentré sur chaque étape. Donc maintenant s'ouvre une nouvelle étape et il sera temps d'en échanger. Alors, c'est quand même une question qui est fondamentale, qui n'est pas qu'une question d'homme ou people, quoi. Il s'agit de savoir à quoi ressemblera le gouvernement et la majorité politique. Ce Premier ministre, est-ce qu'à votre sens, il doit nécessairement être issu de la gauche? Vous êtes un homme de gauche, vous êtes un élu qui vient du Parti socialiste. Est-ce que pour vous, le prochain Premier ministre, quel qu'il soit, doit venir de la gauche? L'enjeu, il est depuis le début, En Marche, nous l'avons créé là-dessus, c'est de rassembler par-delà les clivages traditionnels et c'est de renouveler. Voilà la double promesse fondatrice d'En Marche et sur laquelle Emmanuel Macron s'est engagé. Par conséquent, aujourd'hui, il y a déjà en notre sein des gens qui viennent de la gauche, qui viennent du centre, qui viennent de la droite. Donc, c'est à Emmanuel Macron, président de la République, de se dire, pour rassembler, pour être le plus efficace, voilà le profil et la provenance politique d'un individu ou d'une personnalité qui sera la plus apte à atteindre ses objectifs. C'est la prérogative du président, monsieur Namias. Cela veut dire, si je vous écoute, qu'une personnalité venue des rangs de la droite et du centre ne serait pas exclue. Il y a eu pas mal d'offres de services. Dès hier soir, on entendait Bruno Le Maire sur les plateaux de télé qui disait qu'on pourrait travailler ensemble. Ça, ce sont des hypothèses. En tout cas, la porte n'est pas fermée. Oui, je l'ai entendu, j'étais sur le même plateau que lui. Mais si vous voulez, c'est pas qu'une question d'offre de service, il faut que les choses aient du sens. Donc, vous voyez bien, le rassemblement, nous l'avons déjà amorcé. Le renouvellement, nous y travaillons et nous y travaillerions très clairement pour les prochaines élections législatives. Ensuite, la composition du gouvernement, très honnêtement, c'est une prérogative du président de la République lorsqu'il sera installé, ce qui n'est pas encore son cas. On en vient aux élections législatives. Aujourd'hui, vous êtes le secrétaire général, le patron du mouvement En Marche. D'abord, très simplement, c'est quoi l'avenir de cette formation d'En Marche? Ça va devenir un parti politique tel quel? Ça va changer de nom? Nous avons dit que les candidates et les candidats que nous allons soutenir pour constituer la future majorité à l'Assemblée nationale seraient candidats sous la bannière La République En Marche. C'est ce que nous avons indiqué hier. Et nous allons bien entendu élargir tout cela. Et puis nous allons veiller à constituer la force politique qui accompagnera le président de la République dans son mandat, mais qui surtout le nourrira. Car voyez-vous, il faut garder ce lien avec les citoyennes et les citoyens. La moitié des 250 000 adhérents d'En Marche ne s'étaient jamais engagés. Par conséquent, il nous faut garder ce lien direct avec la société, avec tous les milieux, toutes les professions, pour rester en phase avec la société. L'échec des partis politiques qui se sont succédés depuis 30 ans, c'est de s'être coupés des réalités quotidiennes. Et donc, nous voulons, à l'inverse, nous nourrir de ces réalités quotidiennes. Et pour vous nourrir de ces réalités quotidiennes, il faut des
candidats. Vous nous confirmez qu'il y aura bien 577 candidats de votre formation aux élections législatives? Je vous le confirme. Et aujourd'hui, on n'en connaît que 14, si je ne me trompe pas. Est-ce que l'on connaîtra tous les candidats dès cette semaine? Oui. Tous seront désignés quand? Là, dans les jours qui viennent là? Vous m'avez dit avant la fin de la semaine. Je vous réponds oui. Tout le monde sera connu avant la fin de la semaine. Et donc, ça veut dire que toutes les candidatures ont déjà été déposées. Quel est le critère retenu aujourd'hui pour être candidat En Marche? Parce que j'imagine que des demandes, il y en a énormément. Vous avez dit, Emmanuel Macron l'a dit également, qu'il y aura un renouvellement, que pour peut-être une moitié n'auront pas été élus auparavant. Donc quel est le critère qui fait qu'on peut être candidat? Je vais vous dire ça. Sur les 577 candidats, nous voulons que la moitié soit directement issue de la société civile et que d'autres soient des élus de terrain ou des élus qui aient déjà de l'expérience pour créer cet alliage entre la nouveauté et l'expérience. Ensuite, les critères, c'est simple. Probité, casier judiciaire vierge. Parité réelle, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas des femmes que dans les circonscriptions où on se doute qu'elles vont perdre. Troisièmement, la loyauté, c'est-à-dire l'engagement de soutenir le contrat avec la nation tel que Emmanuel Macron l'a fait adopter, si je puis dire, par le suffrage universel. Ça, c'est le troisième critère qui est extrêmement important. Et puis l'efficacité, c'est-à-dire l'engagement sans cumul de mandats dans le travail législatif. Ceux qui seront candidats sous cette bannière le seront uniquement sur cette bannière. Il n'y aura pas de double appartenance. On ne peut pas être, pour reposer la question de manière extrêmement concrète, on ne peut pas être député socialiste et être candidat pour le Parti socialiste et En Marche ou républicain et En Marche en même temps. Non, c'est interdit par le Parti socialiste. Et à droite, j'ai entendu M. Barouin promettre l'exclusion immédiate à quiconque ferait ce choix. Donc, à la vérité, ce n'est pas tant une exigence, notamment à Bruno Le Maire, ce n'est pas tant une exigence que nous posons que des règles persistantes des deux partis qui ont été disqualifiés au premier tour de l'élection présidentielle. Qui sera le patron de la campagne des élections législatives? Qui mènera cette campagne? Vous? Sous la Ve République, c'est le Premier ministre qui a vocation à se constituer une majorité. Mais pour ce qui me concerne, évidemment, je prendrai toute ma part pour faire en sorte que la République en marche ait le plus grand nombre possible de députés au soutien de l'action du président de la République. Toute votre part comme patron du parti ou comme patron du gouvernement? Pour l'instant, je suis secrétaire général d'En Marche et je m'en trouve très bien. Richard Ferrand, la date de la passation de pouvoir entre Emmanuel Macron et François Hollande a-t-elle d'ores et déjà été fixée? On parle de dimanche, vous pouvez nous le confirmer? Et ça appartient au président sortant puisqu'il a le droit de rester, je crois, jusqu'à dimanche prochain. Et il semblerait, ce que j'entends dire, c'est qu'on s'orienterait vers cette date. Donc dimanche, vraisemblablement, Emmanuel Macron occupera officiellement le bureau du président de la République. Et si je ne me trompe pas, c'est la fête de Jeanne d'Arc. Merci Richard Ferrand. Petite question, il y a un conseil d'administration d'En Marche à la mi-journée. Emmanuel Macron va logiquement abandonner la présidence. Est-ce que c'est vous qui allez prendre la présidence d'En Marche? Nous allons en discuter. Il y a plusieurs personnes qui pourraient le faire. Mais vous ne l'excluez pas? Non, je n'exclus rien puisque je dois en discuter avec mes collègues tout à l'heure. Et vous en avez envie? Écoutez, la question est de savoir, vous savez, là on rentre dans nos affaires internes, mais c'est quelle orientation donner En Marche, qui est le mieux à même, qui aura le plus de temps pour s'en occuper. Bref, on va parler de ça très tranquillement. Merci de cette non-réponse, Richard Ferrand. Merci d'être venu Avec plaisir. ce matin en direct sur Europe 1.